Bonjour à tous. Je vois les participants arriver en nombre sur le chat. D'abord, merci d'être connectés à cet échange ce matin. Donc, je suis Charlotte Sorin-Descamps, responsable du pôle développement économique et attractivité à Intercommunalité de France. Et donc, nous avons le plaisir ce matin de vous faire une restitution d'une enquête économique, une enquête économique ciblée sur le foncier, menée en partenariat donc, avec le CEREMA. Nous aurons donc la présence de Nicolas Gilliot ce matin pour présenter à nos côtés ces conclusions, et Clément Beylac et Lucas Chevrier qui donc font partie de l'équipe développement économique d'Intercommunalité de France. Pour vous resituer ces travaux très brièvement, donc l'année 2022 aura été prolifique puisque nous avons conduit une enquête quinquennale économique dont la restitution a eu lieu le 15 novembre dernier. Je vous amène, si vous le souhaitez, à pouvoir la télécharger sur notre site internet qui a d'ailleurs changé complètement de look et de contenu, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez par ailleurs, donc en complément de cette enquête quinquennale qui affirmait le nouveau rôle d'animation et de partenariat d'Intercommunalité de France, une enquête plus ciblée sur les tensions en matière de foncier pour les entreprises, mais aussi les territoires qui doivent les accueillir. Et donc, c'est cette enquête que nous vous présentons ce matin. Il s'agit bien sûr du prolongement des 2 premiers webinaires qui ont eu lieu sur ce sujet, qui ont permis de travailler avec certains d'entre vous, peut-être déjà, à l'état des lieux et les outils à mettre en place. Là, c'était vraiment un travail de collecte de données et nous vous en remercions pour ceux qui auront contribué dans la réponse qui aura été faite à cette étude. Et Lucas vous détaillera dans quelques minutes le rappel de la méthodologie. En tout cas, pour faire très court, merci encore. N'hésitez pas à interagir tout le long de cette séquence. Elle est là pour vous et pour répondre à vos questions et partager vos bonnes pratiques. Dans ce cas, je vous encourage à lever une petite main jaune ou mettre un petit message dans le chat. On vous passera la parole en indiquant, si vous le pouvez, dès le départ, donc votre territoire et votre fonction, et en étant le plus concis possible, puisque ça laisse le plus possible d'interaction, ce qui est vraiment ce que nous cherchons dans ces temps de partage en distanciel. Voilà, je vous laisse désormais dérouler le contenu et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette réflexion. Lucas ? Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par un petit point sur la méthodologie de l'enquête. Voilà, l'objectif initial était de faire un état des lieux du foncier intercommunal. Nous en avions réalisé un il y a 5 ans, toujours avec le CEREMA, dans un contexte de loi post-loi NOTRe qui se traduisait par un transfert de la gestion des aides, des aides à l'immobilier d'entreprise et des zones d'activité économique aux intercommunalités. Donc voilà, c'est un paysage institutionnel qui se reformait. Maintenant, nous sommes à 5 ans après. Je pense que, enfin voilà, c'était intéressant de voir où nous en étions dans un contexte aussi différent, puisque c'est désormais un contexte d'objectif de zéro artificialisation nette et plus largement de raréfaction du foncier. Voilà, nous voulions surtout chiffrer cette raréfaction du foncier et face à cette raréfaction, observer voilà, quelles sont les pratiques, les outils mis à disposition des collectivités pour faire face à cette raréfaction et toujours répondre aux besoins d'implantation et d'extension des entreprises. En termes de méthodologie, c'est une méthodologie qui se base sur tout d'abord un questionnaire qui a compté 146 répondants. Donc, ça représente à peu près 10% des intercommunalités avec voilà, un respect plus ou moins de la répartition des intercommunalités, puisqu'on a quand même une majorité de communautés de communes en France, donc
voilà, dans ce questionnaire, nous avons 58% des répondants qui sont des communautés de communes, 33% qui sont des comités d'agglomération, et puis 9% des métropoles. On a surtout des personnes en intercommunalité, chargées de missions foncières, DGA aménagement, DGA éco, chargées de missions économie. Mais on a également parfois de façon plus ou moins ponctuelle des personnes qui travaillent dans des SEM patrimoniales, etc. Le deuxième pilier de cette enquête réside dans les travaux du groupe de travail sobriété foncière et développement économique, porté par Intercommunalité de France, mais en partenariat avec le CEREMA et la délégation territoire d'industrie, donc de la NCT DGE. Voilà pour la partie méthodologie. Clément? Super. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Sur les refus de projets d'implantation, voilà, notre enquête montre un chiffre assez inquiétant, on pourrait dire. C'est-à-dire que 67% des répondants estiment avoir subi des déménagements d'entreprise ou refusé les projets d'implantation du fait d'un manque de foncier disponible. C'est un chiffre qui est assez éloquent et qui, je pense, montre aussi une vraie accélération de cette raréfaction, puisque l'enquête de 2017 montrait que voilà, 45% des intercommunalités jugent que leur parc d'activité est globalement bien dimensionné. Nous sommes désormais plus qu'à 27%. Et suivant. Et cela s'accélère aussi puisque, enfin, et ça s'échelonne aussi dans le temps, pardon, puisque voilà, pour un quart des intercommunalités, cette saturation est immédiate. En particulier de tête dans le grand urbain, mais aussi on constate que c'est une raréfaction qui se fait aussi, enfin qui se constate dans les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Donc partout en France, on assiste à cette raréfaction dans un horizon de 3 ans. Nous sommes à 44% des intercommunalités qui estiment que si on poursuit les tendances actuelles et en incluant les opérations d'aménagement actuelles, nous aurons une saturation du foncier d'ici 2025. Et enfin, dans un horizon de 8 ans, nous en arrivons à 93%. Donc une saturation, et si on poursuit, donc si on ne muscle pas fortement, par exemple, l'intervention foncière, dans un horizon de 8 ans, il y aura de sérieux problèmes sur l'accueil des activités économiques. Je pense que ça renvoie aussi... oui, c'est le suivant, je crois. Tu avais des questions aussi. Oui, oui, ah oui, voilà. Ça renvoie forcément à des tendances que vous observez peut-être sur votre territoire. En tout cas, comme le disait Charlotte, c'est l'idée de ce webinaire aussi d'avoir un certain nombre de retours de terrain. Donc voilà, peut-être ça peut être intéressant si certains territoires ont justement un constat à partager, enfin de nous le faire savoir, que ce soit tout de suite, sinon voilà, dans l'onglet de discussion. N'hésitez pas à lever la main, je crois qu'on peut donner la parole, c'est ça. Donc sinon, on enchaîne. Bah, on enchaîne. Et du coup, slide suivant. Ah, Sébastien Delacour, je vous en prie. Monsieur Delacour. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Très bien. Donc Sébastien Delacour, président de la communauté de communes Rive de Saône, en sud de Côte d'Or, 38 communes. Je voudrais réagir immédiatement à ces questions-là, parce que c'est très intéressant. C'est des questions que j'ai abordées dans le cadre du congrès des maires qui s'est tenu la semaine dernière. J'ai des contacts à Paris, à Boulogne-Billancourt notamment, des amis qui travaillent dans l'aménagement du territoire. Alors aujourd'hui, sur mon territoire, on n'est pas encore dans la saturation. On a des terrains à mettre en vente, des zones d'activité économique qui sont plus ou moins anciennes. Je pense au Technoport de Pagny qui a 40 ans et qui n'a encore jamais trouvé d'acquéreurs sur ces terrains, mais c'est en très bonne voie. Et on a recréé une nouvelle zone d'activité sur Sœur d'une dizaine de lots. Mais on va arriver, on a très rapidement des prospects dessus. Et ce qui ressort donc de mes discussions avec avec les Parisiens, c'est que l'avenir, ce sont les friches industrielles. Donc l'idée du ZAN, je pense, c'est de nous pousser à ne plus commercialiser du foncier qui était naturel au départ et qu'on transformerait en zone industrielle, mais d'essayer de valoriser au maximum les friches industrielles. Donc dans un territoire comme le mien, un territoire assez rural, oui, j'ai des entreprises qui sont parties, qui ont quitté notre territoire. Le contexte économique n'est pas très dynamique chez moi.
Et l'idée, c'est, je pense, vraiment d'essayer de revaloriser toutes ces friches industrielles. Mais la question, c'est comment valoriser notre territoire auprès des entreprises. Moi, c'est la difficulté que je rencontre aujourd'hui. C'est comment être un bon commercial de son territoire, quelles entreprises aller chercher en leur disant, voilà, moi j'ai des friches industrielles, j'ai des bâtiments qui n'attendent que d'être réhabilités pour accueillir de l'activité économique. Donc si demain on se dit, on n'a plus de foncier à mettre à disposition, il faut valoriser les friches industrielles. Maintenant, l'axe, c'est comment on va vendre nos friches industrielles aux investisseurs potentiels. Voilà. Oui, oui je dirais que la remarque que vous venez de faire, elle tombe à point nommé parce que d'une part, vous l'avez souligné, il y a l'objectif du zéro artificialisation nette qui va demander à revoir la stratégie foncière et donc à étudier les possibilités de valorisation des friches, des dents creuses, à densifier. Donc, je crois que le fait de valoriser les friches, on ne peut qu'y souscrire. Après, la question qui peut se poser, c'est bien identifier le potentiel de ces friches, parce que certaines pourront trouver assez vite preneurs. Alors, je sais que les investisseurs en logistique, notamment, sont très friands, mais ce n'est pas forcément la bonne stratégie, parce qu'on sait que la logistique, c'est des cycles courts, des cycles économiques courts, alors que l'industrie, ce sera des cycles économiques plus longs. Donc, dans la façon de valoriser et de commercialiser, il y a une stratégie à adopter, je pense aussi pour vous. Et ça demande un travail, je pense, de diagnostic aussi, et de réflexion entre les élus, notamment pour asseoir la stratégie foncière et de développement économique. Mais ne connaissant pas assez bien le territoire, je ne me risquerai pas à aller beaucoup plus loin à ce stade. Merci pour ce témoignage. Et en effet, j'avais code. Oui, on parlait de notre territoire qui dispose des friches, mais c'est vrai que certains territoires n'ont pas forcément de friches, donc ça entraîne d'autres problématiques qu'on traitera tout à l'heure. Dans le détail, on a parlé donc de la raréfaction du foncier, d'une saturation foncière. L'idée ici est de rentrer dans le détail et de faire un petit focus sur la raréfaction de ce foncier. Donc, on voit, on a une raréfaction, une pénurie du foncier, surtout pour les grands sites. Vous le voyez sur la figure 1. La taille des parcelles demandées pour l'activité économique constitue un critère déterminant pour la raréfaction des disponibilités foncières. Néanmoins, on va nuancer un petit peu ce constat, puisqu'on voit que pour les parcelles petites, entre guillemets, donc moins de 10 hectares, c'est quand même assez important. Actuellement, 91% des intercommunalités peuvent accueillir une activité économique, donc 9% ne peuvent déjà plus le faire. Là-dessus, j'attirerai votre attention, un petit mea culpa de notre part. Moins de 10 hectares, c'est déjà une parcelle assez importante. 10 hectares, c'est déjà une belle. Alors, merci de couper votre micro, pardon. En fait, ça se complique à partir de 10 hectares, on le voit très clairement. Ça devient très compliqué pour accueillir de l'activité économique entre 10 et 50 hectares. C'est cette demande. À partir de 50 hectares, c'est quasiment impossible pour ce type d'activité économique. Donc, on voit que là-dessus, il y a une réelle difficulté pour accueillir des grands sites. Et comme tu le disais, Nicolas, aussi pour les activités industrielles qui nécessitent parfois une grande consommation de foncier. Une disponibilité foncière qui varie donc peu, aussi, si on va encore plus dans le détail selon le type d'intercommunalité et des secteurs d'activité.
excepté pour les petites surfaces, donc les moins de 10 hectares. Donc, la taille des intercommunautés compte peu, je viens de le dire, sauf pour les moins de 10 hectares. Cette disponibilité, plus la raréfaction du foncier, connaît peu de différences selon les strates d'intercommunalité. Donc, on voit que ce n'est pas forcément le cas pour les surfaces de moins de 10 hectares. Donc, là-dessus, on a une surreprésentation de la communauté urbaine et des métropoles. Donc, 17% des CU et des métropoles jugent n'être déjà plus en mesure d'accueillir des activités économiques de moins de 10 hectares. Donc, c'est 2 fois plus que l'ensemble des intercommunalités. Donc, on voit que le grand urbain commence donc déjà à être touché par une certaine raréfaction des petites surfaces. On va suivre ça dans l'avenir parce que c'est une tendance qui va se confirmer. Sur la figure 2, vous avez donc sur ce graphe la disponibilité foncière qui connaît peu donc, de divergence selon le secteur d'activité de manière générale, mais là, c'est un graphe sur les surfaces de moins de 10 hectares toujours. On peut constater quelques différences. En dessous de ce seuil donc de 10 hectares, une offre foncière reste encore possible, plutôt pour l'artisanat et l'industrie, dans une moindre mesure, vous le voyez, pour les bureaux, notamment pour l'activité de service, qui peut poser question, notamment dans le cadre de la généralisation du télétravail. On y reviendra par la suite. C'est des tendances qui doivent être prises en compte dans les stratégies économiques des intercommunalités. Mais même pour les moins de 10 hectares, moins de la moitié des répondants sont en capacité d'accueillir des activités liées au commerce et à la logistique. Donc là, ça peut également être problématique dans le cadre des évolutions des modes de consommation liés au commerce. Je pense au e-commerce, à la capacité d'accueil d'espaces de livraison et également un besoin d'espace de logistique pour ce type d'activité. Alors, sur ce troisième graphe, sur cette séquence, on a posé la question, quels sont vos besoins fonciers prioritaires? Donc, on voit nettement qu'il y a un besoin sur l'immobilier industriel, à la fois sur l'industrie, mais aussi l'artisanat, le petit artisanat et l'activité pré-industrielle. On a une tension moindre sur l'immobilier de service, entre un tiers et 40%. Ici, on souhaitait donc sur cette séquence vous poser différentes questions. Est-ce que vous, déjà, vous privilégiez certains types d'activités? Si oui, lesquelles? La disponibilité fait-elle partie de votre réflexion déjà? Et y a-t-il concurrence entre ces différentes destinations, comme on l'a vu, entre l'industrie, l'artisanat, le commerce, la logistique, l'immobilier de bureau ou le commerce, je l'ai dit. Comment se fait l'arbitrage? Y a-t-il une même réflexion globale liée au foncier économique ou sont-elles séparées? Et comment cela impacte la demande foncière de votre territoire? Donc là, on peut vous donner la parole s'il y a des questions. Je ne sais pas dans le chat. Donc, il y a 2 mains levées. Alors, monsieur. 3 mains levées. Monsieur Delacour, allez-y peut-être. Oui, merci. Bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole, je sais qu'il y a d'autres interventions. Privilégiez-vous certains types d'activités? Clairement, vous l'avez dit, on est très sollicité sur de la logistique. On a beaucoup de logisticiens qui recherchent du foncier en milieu rural, qui sortent un peu de la ville, étant donné que les villes, je vais prendre l'exemple tout simple de Dijon autour de chez nous. Dijon n'a plus de disponibilité foncière. En plus, ils ne veulent plus accueillir de logisticiens. Nous, les logisticiens, on peut les prendre, on a encore un peu de disponibilité. Malheureusement, ce n'est pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est ce que disait monsieur dans son intervention suite à ma première réaction. Les logisticiens, il n'y a pas de valeur ajoutée, donc pas beaucoup de CVAE pour nous. En plus de ça, ça met des camions sur les routes. Les gens ne sont pas très favorables à ce qu'il y ait de plus en plus de camions sur les routes. L'avantage que nous, on a sur le technoport de Pagny, c'est qu'on essaye d'accueillir des entreprises qui vont utiliser la trimodalité. On a la voie d'eau, on a la voie ferrée,
on a l'autoroute juste à côté. Donc, on essaye de pousser vraiment à la trimodalité pour limiter le nombre de camions. Donc, on priorise des entreprises à valeur ajoutée plutôt que des entreprises de logistique, mais ce n'est pas facile puisqu'on a quand même beaucoup de sollicitations de logisticiens. Comment on fait l'arbitrage? C'est très simple. Mon vice-président en charge de l'économie a les contacts, il a les prospects et il vient nous voir en exécutif en disant voilà, moi j'ai telle demande, à qui on préfère accorder la priorité. Et comme je l'ai dit, voilà, on essaie de limiter au maximum les entreprises purement logistiques pour limiter les flux sur les routes. Voilà notre réflexion en Rive-de-Saône. Très bien, merci. Alors, Monsieur Thierry Desnariers, peut-être, avait également une question. On va les prendre à la suite. Ou une réponse ou un témoignage à apporter. Monsieur Desnariers. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Bonjour. Donc Thierry Desnariers, donc Comcom entre Bièvre et Rhône, donc situé à la confluence de plusieurs territoires et départements, Isère, Rhône, Ardèche et Drôme. La problématique est exactement la même que citait Monsieur Delacour. Nous sommes beaucoup sollicités également par les entreprises de logistique qui ont besoin de beaucoup de surface, mais on privilégie ces entreprises aussi génératrices d'emplois et qui sont capables de jouer le jeu de la formation, de l'insertion, de l'accompagnement sur des sujets environnementaux et multimodaux sur le territoire. On est situé en bordure de Rhône, une partie du territoire en tout cas est située en bordure de Rhône, et donc nous avons la voie fluviale, la route, le rail, voilà, et donc on essaie aussi autour desquels on essaie de structurer l'implantation des entreprises qui veulent s'implanter sur le territoire. Voilà. On privilégie, on n'est pas très peu favorable à l'implantation, à la vente de terrain en blanc pour les investisseurs en blanc, c'est-à-dire on est très sollicité par des agences immobilières qui recherchent du terrain pour les clients. Voilà. Donc ça, on évite. Voilà, ce type d'investissement-là. Et puis également, on est extrêmement contraint par tout ce qui est compensation agricole, autorité environnementale sur des sites, les zones inondables, voilà, les PPRI, des choses comme ça. Donc, entre les sollicitations, les entreprises, entre la volonté du territoire et son orientation stratégique en termes de développement, de rayonnement et de visibilité, et puis les contraintes technico-juridico, administrativo-financières, c'est extrêmement difficile. Et Madame Pauvert, peut-être un témoignage ou une question? Un témoignage, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Bonjour à tous, Agnès Pauvert de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, dans le Morbihan. Nous, on n'est pas vraiment concernés par des sujets de friche, mais on est vraiment confronté à un gros problème de saturation et de pénurie foncière, de résidentialisation de nos zones d'activité. On a du Airbnb qui se fait dans nos zones d'activité et de tertiarisation aussi de nos unités de production. Donc voilà, tout ce florilège de problématiques nous a conduit à créer un comité installation entreprise qui nous permet d'opérer cet arbitrage et de choisir l'entreprise ou le porteur de projet auquel on vendra le foncier. Donc ce comité installation entreprise, il est présidé par notre vice-président en charge du développement économique. Est invité également le maire de la commune concernée par la zone d'activité. Et en général, on a 4 à 5 porteurs de projets pour un même terrain. Le témoignage que je voulais apporter aussi parallèlement, il est sur notre réflexion globale liée au foncier économique. La problématique à laquelle on est confronté nous conduit aujourd'hui à nous intéresser très sérieusement, enfin, ça fait 6 mois maintenant qu'on s'y intéresse, à une nouvelle modalité de commercialisation de notre foncier. Donc à ce titre-là, on travaille beaucoup sur le sujet du bail à construction.
Donc, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu le sujet, il s'agit d'un bail qui opère un démembrement de la propriété. Donc, la collectivité reste propriétaire du foncier et le chef d'entreprise est propriétaire de son bâtiment. Donc, c'est un bail qui est très, très utilisé sur le sujet résidentiel, sur le résidentiel social, très, très peu en développement économique. On sait que quelques collectivités en France le font. On a beaucoup conversé, notamment avec les collectivités voisines de Suisse, donc vers la Haute-Savoie. Mais voilà, je profitais aussi de l'occasion pour faire un appel aux différents participants pour voir si on a d'autres collectivités qui s'intéressent à ce sujet pour modifier les modalités de commercialisation des terrains en zone d'activité pour faire face à ce sujet. Et juste pour répondre à votre question initiale, du coup, j'ai un petit peu débordé. Nous, vraiment, les activités de logistique, on ne peut plus les accueillir sur notre territoire. Il y a eu un arbitrage politique fort de fait à ce sujet, considérant, je rejoins les propos de M. Guénarier, si je n'écorche pas son nom de famille, considérant que le ratio consommation foncière emploi n'est vraiment pas suffisamment intéressant pour que ça puisse justifier de consommation foncière pour accueillir ce type d'activité. Voilà, je vous remercie pour m'avoir accordé un peu de temps de parole. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de traiter les autres questions, peut-être, Lucas, tu avais une réaction, oui, notamment sur la question donc, des friches, la pertinence et l'intérêt pour le territoire d'accueillir des activités logistiques et le témoignage de Mme Pauvert qui n'a pas donc de friche sur son territoire et cette comité d'installation d'entreprise qui est assez intéressant comme initiative. Après, on reviendra par la suite sur les différents leviers d'action que sont les baux à construction et les baux etc. Je te laisse la parole peut-être pour réagir. Ouais. Non, juste en 2 minutes, c'était en effet, là, on constate deux principales évolutions dans le cadre de la raréfaction du foncier, qui est un besoin accru de stratégie économique, en fait, d'outillage en matière de stratégie économique, puisqu'il s'agit en effet, comme vous le disiez, madame, et comme l'ont dit aussi les précédents intervenants, de sélectionner des entreprises, c'est un peu dur, mais qui s'implanteront. Donc, il y a une redéfinition d'une part de la stratégie d'attractivité, puisque au départ, il s'agit d'attirer. Maintenant, il s'agit d'attirer, mais d'attirer le bon prospect. Donc, presque de choisir et de regarder au regard des impacts en matière d'emploi, de filières qu'il peut y avoir aussi, de retombées fiscales. Quelle entreprise choisir. Donc, c'est un peu un lien désormais à faire entre l'aménagement et le développement économique qui est très intéressant, mais qui doit être organisé en interne. Et c'est aussi un lien à mener avec le projet politique du coup des élus. Et je crois en effet que nous avons à la fin de ce PowerPoint quelques questions là-dessus. Et concernant les baux à construction, même réponse, en effet, c'est une réponse qui existe, notamment, je sais qu'en effet, j'ai de dire en effet. En Savoie, il y a pas mal d'outils de ce type qui sont mobilisés. On a quelques chiffres aussi là-dessus. J'y reviens, je ne m'étends pas là-dessus parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Je viens de voir qu'une dernière personne, Marie-Charlotte Bousquet, avait levé la main. Si vous voulez, je vous donne la parole et ensuite on continuera. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que j'ai une connexion Internet assez instable, excusez-moi. Oui, alors c'est également, nous, c'est le Gard rhodanien, donc dans le sud de la France, vers Avignon, pour localiser un petit peu. Et effectivement, on est confronté aux mêmes problématiques. On n'a plus de foncier disponible et on est beaucoup sollicité pour de la logistique. C'est très compliqué chez nous. Et effectivement, on fait des études pour trouver des nouveaux terrains disponibles et on cherche des outils, dont notamment les bois à construction par la suite. Donc, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls à s'interroger. C'était surtout ça que je voulais souligner. Merci pour le témoignage. On a également une question dans le chat de la Comcom du pays des Coquelicots, Madame Leroy, Virginie Leroy,
Bonjour, nous nous intéressons également au sujet du bail et construction. Nous débutons notre réflexion si nous pouvons être mis en relation avec des collectivités mettant en place ce bail, etc. Donc, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Donc, on voit que la solution du bail à construction fait réagir. Je poursuis donc notre présentation. L'idée est également aussi d'élargir la réflexion aujourd'hui et de faire le lien avec notre enquête, notre enquête et étude économique quinquennale. Donc, on voit qu'il y a une saturation des zones d'activité économique, il y a une tendance à la raréfaction du foncier à court terme et à long terme. On l'a vu dans cette première partie, c'est une chose, mais ce n'est pas la seule difficulté rencontrée par les intercommunalités pour accueillir et développer les entreprises qui sont présentes sur le territoire. Donc, il y a un enjeu d'attractivité, mais d'ancrage aussi des entreprises à chaque étape de la vie et le développement d'une entreprise. On constate donc que l'on se dirige vers une pénurie, mais on a un manque de solutions immobilières locatives également. C'est ce que montrait notre enquête, notre étude économique. Donc, on le voit dans le détail, on a un manque de surface disponible à la location. Donc, c'est un élément important aussi pour les intercommunalités, pour compléter tout le parcours résidentiel d'une entreprise. On a un manque sur les entrepôts, les surfaces d'entrepôts logistiques à 86%, c'est assez énorme, en surface d'ateliers et en locaux mixtes à 81%, et en bureau dans une moindre mesure, notamment pour les petites surfaces de moins de 100 mètres carrés. Donc là, on est autour de 60%. Donc, c'est un réel trou dans la chaîne du parcours résidentiel. Et à cela, on va le voir par la suite lors de la présentation. La suite de la présentation, on peut l'expliquer aussi par une faible maîtrise des intercommunalités de leur foncier économique, qui est liée à la propriété privée du foncier, à 88%, je crois, enfin, on frise les 90%, je le fais de tête, mais c'est un frein également pour mettre en place des solutions alternatives pour l'accueil et le développement des entreprises. Donc, c'est un réel atout, ces solutions immobilières locatives qui manquent au territoire pour assurer des solutions, notamment pour les TPE, PME, PMI, mais aussi pour l'artisanat, la petite industrie, l'activité pré-industrielle, notamment en sortie de pépinières et d'incubateurs. Voilà, donc là-dessus, on souhaitait aussi vous donner la parole, peut-être, c'était pour élargir un petit peu le sujet sur cette question, ne pas la limiter au foncier économique, mais quels sont les impacts sur votre parcours résidentiel des entreprises, donc à la création, au développement et à l'attractivité des entreprises. Donc, il y a quelques questions. Comment organisez-vous votre parcours résidentiel des entreprises? Pépinière, incubateur, hôtel d'entreprise, public et privé, parce que là aussi, il doit y avoir un dialogue entre l'interco et le privé, puisque beaucoup d'hôtels d'entreprise sont aux mains du privé. Comment ces tendances impactent le parcours résidentiel de vos entreprises, pardon, exogène comme endogène? Et troisième question, est-ce une condition nécessaire pour ancrer les entreprises à potentiel ou gros employeurs sur le territoire? Moi, je laisse la parole. Lucas, tu as peut-être une remarque? Non, pardon, je croyais. Nicolas aussi, n'hésite pas si tu souhaites réagir. Il y a une main levée. Alors, Madame Pauvert, la main est levée. Ok. Oui, je ne sais pas si je peux faire profiter de notre témoignage également sur ce sujet. Si, je vous en prie. N'hésitez pas. Je vous remercie. On a effectivement développé notre parcours résidentiel économique depuis 2014 maintenant. Donc, on a créé une première pépinière d'entreprise, ensuite un hôtel d'entreprise. Ensuite, on a développé une bourse aux locaux donc, pour professionnaliser la mise en relation entre les personnes qui vendent leurs bâtiments et les personnes qui recherchent à louer ou à acheter des bâtiments. Et forcément, la dernière étape de notre parcours résidentiel, c'est l'aménagement de nos parcs d'activités, sachant que cette dernière étape est pour nous la plus difficile, compte tenu de l'ensemble des contraintes connues de tous dans ce forum. Sur les impacts de ce parcours, de l'aménagement de ce parcours résidentiel, ils sont forcément très positifs. Nous, on a associé l'idée de cumuler l'hôtel d'entreprise avec
une sorte de maison de l'économie, en fait, où on permet à l'ensemble des partenaires qui proposent de l'accompagnement à la création et au développement d'activités d'assurer des permanences et de recevoir les rendez-vous, enfin leurs rendez-vous sur notre ville-centre qui est Auray. Donc Auray, petite ville de 15 000 habitants, donc entre Vannes et Lorient. Habituellement, l'ensemble de nos partenaires, historiquement, l'ensemble de nos partenaires faisaient leur permanence et avaient leur siège soit sur Vannes, soit sur Lorient. Et effectivement, la création de ce parcours résidentiel et de cette maison de l'économie a développé et a vraiment optimisé cette synergie économique. Donc aujourd'hui, c'est un vrai argument d'attractivité qui fait que voilà, on a un lieu qui fédère et qui impacte vraiment notre attractivité. Voilà pour mon témoignage. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, témoignages sur cette partie-là? Sur l'endogène, exogène. Ouais, sur la partie, notamment impact sur l'exogène ou l'endogène. Est-ce que vous avez d'autres témoignages sur votre politique d'attractivité? Non? Ok. Je passe donc, on va passer à la question d'un effet d'éviction du foncier économique. On pose la question. Lucas, je te laisse la parole pour cette. Oui. Alors, sur la question d'un possible effet d'éviction du foncier économique, on voit bien qu'il y a une possible question tout d'abord d'éviction entre les différentes destinations économiques, l'industrie, le commerce, l'artisanat, les services. C'est intéressant justement de voir quels sont vos arbitrages entre ces différentes destinations. Puis après, il y a un second arbitrage, en réalité, dans un contexte de raréfaction du foncier, qui est la concurrence entre les destinations économiques et résidentielles, en fait. Et bon, d'autres destinations possibles que peuvent être les grands équipements ou la renaturation. Mais bon. En tout cas, les principales, c'est ce qu'on constatait notamment dans les concurrences entre projets répondant aux fonds friches, c'était logement versus logement économie. Donc, on constate au niveau national, du coup, qu'un tiers des répondants considèrent que le développement des programmes résidentiels sur leur territoire peut se faire au détriment de zones d'activité à destination économique. Ce qui est intéressant, un tiers, c'est non négligeable, mais ce qui est intéressant, c'est que donc on appelle le métropolitain, d'un point de vue méthodologique, métropolitain, nous avons les établissements publics territoriaux du Grand Paris, le Grand Urbain et les métropoles. Donc voilà. Cette tension est beaucoup plus forte, forcément, étant donné notamment la tension sur le logement, qui induit du coup des prix de sortie probablement du foncier locatif en logement, ou enfin du foncier logement beaucoup plus élevé, comparativement à l'économie qui forcément a un prix de sortie faible. Donc, dans les réponses, dans le si oui, pourquoi, nous avons trois principales motivations qui expliquent cet effet d'éviction. Et en effet, on a en premier, en number one, l'équilibre financier de l'opération qui justifie une éviction du logement de l'activité économique par le logement. Ensuite vient la volonté politique. Personnellement, je pense que la volonté politique est forcément intimement liée à cet aspect financier en fait. Et en dernier facteur, nous avons les décisions privées des acteurs. Et là, ça renvoie à ce qui a été dit sur la propriété du foncier et sur le contrôle possible des opérations. De façon plus large aussi, on peut se poser la question du coup du besoin en gros d'avoir un projet de développement foncier qui intègre ces différents besoins. Notre association a défendu en ce sens-là les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, qui visent vraiment à transversaliser
ce projet de développement, donc un projet de territoire en gros, qui articule développement économique, logement, grands équipements, etc. Mais forcément, ce projet de territoire, bon, il faut une stratégie, mais il faut aussi des outils pour le mettre en place. Et à l'heure actuelle, les tensions sur le foncier ne permettent pas forcément, c'est ce que nous verrons là, je donnerai ensuite la parole à Nicolas Gilliot pour les outils. Ces outils ne sont pas forcément au rendez-vous. Tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Merci. En effet, les différents types de leviers envisagés pour accroître la disponibilité foncière, pour faire un focus sur ces outils, nous avons premièrement les documents d'urbanisme, donc PLU, PLUI, zonage, etc., qui sont mobilisés par près de 2/3 des intercommunalités, un peu plus. Ensuite, nous avons la densification. Densification signifie surtout densification à la parcelle, en fait, qui est également mobilisée. Et envisagé, pardon, et le recyclage foncier également pour 2/3 des répondants. Donc, on a document d'urbanisme plus intervention foncière, en gros. À l'inverse, les leviers financiers et les nouveaux outils de portage, nous l'évoquions précédemment, donc nouveaux outils de portage type baux à construction, baux amphithéotiques et levier financier, plutôt taxation de la vacance, incitation des propriétaires à densifier. Je pense, enfin, ils sont beaucoup moins utilisés. On est à peu près à un quart, enfin entre 22, on a respectivement, excusez-moi, 22 et 24% des intercommunalités qui envisagent de les mobiliser. Je pense que c'est surtout lié à une difficulté liée à leur technicité. Enfin, d'une part, la sensibilisation, d'autre part, la technicité de ces outils. Voilà, qui émergent encore dans le paysage, même si ça fait de nombreuses années qu'ils existent. Je regardais notre précédente enquête il y a 5 ans, citait déjà ces outils, il y avait plusieurs questions là-dessus. Enfin, notre précédente enquête réalisée avec Nicolas Gilliot. Cependant, ils ne sont pas diffusés à une large échelle. Voilà, ce sont principalement les territoires fortement en tension, de longue date plutôt, qui les utilisent. Enfin, pour finir, sur la consommation foncière nous avons voilà donc intervention foncière, document d'urbanisme d'une part, nouveaux outils de portage, levier financier d'autre part, et entre les deux, près quand même de 54% des intercommunalités envisagent une consommation foncière pour accroître la disponibilité foncière sur leur territoire. Moi, ça m'étonne guère, puisqu'en fait, faut bien rappeler là que la loi climat et résilience envisage une division par 2 de la consommation foncière d'ici 2030 et un ZAN d'ici 2050. Donc, c'est tout à fait logique qu'on ait encore cette marge de manœuvre dans un prochain avenir, en tout cas. Voilà, peut-être qu'il y a des questions. Sinon, nous pourrons enchaîner tout de suite et aller plus dans le détail de ces différents outils. Et je laisse. Et oui, j'enchaîne. Sur la connaissance du foncier économique. Comme je le disais tout à l'heure, et c'est ce qu'évoquait Monsieur le Président qui intervenait, beaucoup de territoires ont des friches, par exemple, donc ont une certaine connaissance mènent une observation foncière, puisque voilà, les chiffres montraient de tête, 80% des intercommunalités mènent une observation foncière, donc ont une connaissance des friches sur leur territoire, des différentes activités, etc. Mais quand on regarde dans le détail, que connaissent en fait les intercommunalités? Voilà, 70%, 67% des intercommunalités jugent que leur connaissance des réserves foncières est relativement forte. Cette connaissance est également forte sur voilà, les activités qui ont lieu sur le territoire. 64% des intercommunalités jugent avoir une connaissance forte des activités sur leur territoire. Voilà, ce sont ces deux principaux items pour lesquels une ingénierie existe déjà. En revanche, si on va plus dans le détail et qu'on aborde le sujet de l'identification des propriétaires, et ben on tombe, ce qui est déjà pas mal, hein, je trouve, hein, sur 50% des répondants qui connaissent les propriétaires de leur foncier économique. Bon, après, on a quand même un autre bloc de 41% des intercos qui jugent avoir une connaissance moyenne de la propriété de leur foncier économique. Et dans les mêmes ordres de grandeur, la quantification du foncier économique, de la consommation, foncière à venir,
fait l'objet d'une connaissance, enfin d'un niveau de connaissances à peu près similaire, donc 43%. Pour ces différents items, on finit par la connaissance de l'état du foncier pour répondre à l'intervention de Monsieur le Président. En effet, on a une connaissance de l'état du foncier, en particulier en matière de friche industrielle, assez limitée. Bon, pour ma part, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on parfois on ne veut pas forcément savoir chiffrer véritablement le coût de la dépollution. En tout cas, c'est une vraie limitation à terme aux opérations de recyclage foncier. Donc peut-être nous, justement, nous travaillons avec la Banque des Territoires et le CEREMA pour réaliser une offre de service justement sur l'inventaire des zones d'activité économique pour en réalité muscler véritablement cet inventaire qui viserait certes à quantifier les réserves foncières, identifier les propriétaires, mais avoir aussi une véritable connaissance de cet état du foncier, ses activités, et c'est aussi éventuellement son potentiel carrément de densification. Puisqu'au final, la question est de connaître l'existant, mais aussi de connaître ce qu'on pourrait faire sur ce foncier économique à terme, donc comment on pourrait le densifier. Et là, ces différents chiffres nous montrent qu'il y a des marges de manœuvre. Peut-être, et là c'est la question que nous posons, on peut avoir quelques retours sur vos inventaires de ZAE en l'occurrence, puisqu'il y a une obligation légale d'ici août prochain, et vos inventaires de ZAE et votre observation du foncier, sur quoi sur quels items vous les menez, et surtout avec qui, puisqu'en effet, notamment dans les territoires qui ne sont pas urbains, il y a un vrai sujet du portage de cette observation, je vais y arriver, de cette observation foncière. Et donc voilà, là on retrouve toute la galaxie des acteurs du foncier, que peuvent être par exemple les EPF, les EPFL, les agences d'urbanisme, etc. Voilà, donc s'il y a des retours justement sur ces différents niveaux de connaissance du foncier économique, n'hésitez pas. Oui, Thierry, vous aurez le PowerPoint. Et après, l'idée aussi est de voir quelles sont les difficultés. Nous, on en avons identifié plusieurs. Je profite puisqu'il n'y a pas de réponse, enfin pas de réaction immédiate. Parmi les difficultés, il y a l'actualisation en fait de ces données, la disponibilité des données d'une part, et l'actualisation de ces données, puisque du fait des évolutions économiques, nous constatons forcément une évolution forte des activités dans les sites des évolutions fortes des activités opérant sur le foncier économique, des propriétaires qui ne sont pas toujours notifiés, etc. Donc ça pose une vraie difficulté. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà, sinon on peut continuer si on n'a pas de réaction. En tout cas, le temps file en effet. Je laisse du coup la parole à Nicolas. Monsieur Desnardier, avant Nicolas peut-être. Voilà. Donc, simplement pour réagir, sur l'identification du foncier, la connaissance de notre territoire, les réflexions sur le PLUI. Aujourd'hui, on en profite aussi pour identifier, ça permet de préciser, de développer notre connaissance sur le territoire. Donc, le PLUI est aussi un moyen d'affiner notre connaissance. C'est vrai qu'en fait, nous, on identifie différentes occasions justement pour affiner cette connaissance. Et la réalisation des documents d'urbanisme est en effet une occasion assez intéressante. Dans le cadre de l'offre de service que la Banque des Territoires et le CEREMA aimeraient proposer, sur laquelle nous travaillons, nous aimerions en effet peut-être faire ce lien. Il faudrait voir dans quelle mesure, c'est encore en discussion, des liens pourraient être faits justement entre accompagnement de la stratégie foncière des documents d'urbanisme et réalisation de l'état des lieux du foncier économique. Nicolas, peut-être je te laisse continuer. Oui, c'est vrai que sur les documents d'urbanisme, c'est un des premiers leviers qui vient à l'esprit, à la fois sur les questions de stratégie foncière et d'observation foncière, en sachant que
il y a des documents supra, donc SRADET et SCOT, sur lesquels un rapport de compatibilité existe. D'autant plus qu'aujourd'hui, bon, le SRADET est le document intégrateur sur les questions de ZAN notamment. Mais je pense que vous avez eu peut-être déjà des réunions organisées à l'échelle régionale ou en interscot pour en discuter. En tout cas, dans le questionnaire, ce qui ressort, c'est que beaucoup de collectivités restent sur la mixité des activités tolérées dans les espaces à vocation économique. Donc, ce qu'on peut lire derrière ces 61% de mixité d'activités tolérées, c'est avant tout une volonté de pouvoir accueillir un éventail large d'entreprises appartenant à différents secteurs d'activité pour éviter tout risque de spécialisation qui peut créer des difficultés par la suite. A contrario, cette ouverture large, elle peut déboucher parfois sur, ça a été mentionné par un des intervenants tout à l'heure, ça peut créer aussi l'arrivée d'activités ou de fonctions non désirées. Donc, puisque apparemment même Airbnb peut s'implanter en zone d'activité économique. Je ne sais pas si c'est plutôt un signe je pense, de tension sur le marché des résidences secondaires et du tourisme sur certains territoires. Mais peut-être au-delà de ça, la question du commerce dans les zones d'activité économique peut poser problème parce qu'elle crée des niveaux de prix qui par la suite ne permettent pas à des industriels ou à des artisans d'acquérir ou de louer certains locaux d'activité. Donc voilà moi un peu ce que je voulais rappeler. Et c'est vrai que est-ce que chez vous vous avez procédé à l'interdiction du commerce en ZAE? Est-ce que c'est une mesure que vous avez prise? Je sais que du côté de Lorient, c'était une mesure qui avait été prise dans le cadre du SCOT. Mais en tout cas, voilà, si certains veulent réagir par rapport à ça, je vois que dans le chat sur les indications de Madame Achard, vous avez exclu le commerce. Donc oui, effectivement, c'est une piste qu'il faut, et de même du côté de Madame Nassier ou de Monsieur Pouplin. Donc oui, c'est sans doute des mesures qui vont dans le bon sens pour limiter la mixité sans l'interdire, sachant qu'on a déjà vu dans un précédent webinaire que sur la question des sous-destinations, c'est un outil qui est à votre disposition pour limiter la mixité, mais je crois aussi que certains élus ont du mal à se l'approprier. Voilà, si on passe peut-être à la diapositive suivante, donc quelles sont les marges de manœuvre en ZAE? Alors, on s'aperçoit qu'elles sont majoritairement en zone d'activité existante ou nouvelle, ces marges de manœuvre. Simplement, on voit bien que les marges de manœuvre sont peut-être un peu plus importantes en territoire de communauté de communes. Pour généraliser, on pourrait dire que plus le territoire est urbanisé, moins la zone d'activité devient un levier pour agir sur le foncier économique, puisqu'on l'a indiqué tout à l'heure avec les effets d'éviction, les concurrences d'usage et les déclassements de foncier économique dans les territoires très urbanisés, on est confronté à des effets de ce type-là assez régulièrement. En tout cas, on l'a constaté dans les
davantage dans les métropoles. Sur la question des requalifications. Alors, si on rappelle, donc on a posé la même question en 2017 et 2022, et on s'aperçoit que les réponses sont à peu près stables. En tout cas, les proportions restent relativement stables, c'est-à-dire que ça reste un enjeu pour une majorité de zones d'activité, ou pour la quasi-totalité de ces zones, donc environ 45% pour une majorité des zones aujourd'hui, c'était 40% avant. Donc rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est quand même de dire que c'est un enjeu permanent et de long terme, et donc il n'est pas normal de le retrouver dans les proportions des réponses qui ont été indiquées, même si les panels ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de se pencher sur les moyens, les leviers, ou en tout cas ce qui permet de passer de la réflexion du projet à l'action, donc à l'opérationnel en matière de requalification des zones d'activité économique, qui est un sujet un petit peu différent de celui des friches et du recyclage des friches économiques. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que sur le sujet de la requalification des friches, on est encore plutôt sur je dirais sur un niveau, alors qu'on a qualifié de superficiel. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est simplement pour dire que la requalification des zones d'activité économique, elle reste plutôt cantonnée à la réhabilitation des espaces publics, des voiries, des réseaux, de la signalétique, d'après ce que vous indiquez. Et ça, c'est parce que c'est premier levier que la collectivité peut actionner, agir sur les autres leviers, l'optimisation du foncier ou la requalification des bâtiments avec un soutien financier des collectivités. Là, ça demande un travail un peu plus long et un peu plus lourd pour la collectivité, puisqu'il faut à ce moment-là travailler sur le potentiel foncier de la zone, donc dialoguer avec les entreprises et les propriétaires, qui ne sont pas toujours les mêmes, les propriétaires étant parfois assez éloignés du territoire. Et donc on se retrouve avec assez logiquement seulement la moitié des collectivités qui vous indiquez donc que l'optimisation du foncier est un type d'action que vous menez. Maintenant, j'ai tendance à dire que déjà 46% sur l'optimisation du foncier, c'est une évolution assez intéressante. Excusez-moi, c'est pas 45%, c'est 63%. Et je trouve que c'est une évolution intéressante au vu des enjeux actuels. Donc on est vous êtes assez cohérent. Les politiques publiques et le cadre législatif nous poussent à travailler sur l'optimisation du foncier, l'offre de stationnement, notamment le remembrement des parcelles ou la densification. Et à cet égard, je pense que peut-être dans 5 ans, on sera sur des chiffres différents. Voilà ce qu'on peut déjà indiquer. Alors après, ce qui était intéressant sur la requalification, c'est au-delà des. Donc là, vous avez. Sur la requalification, donc il y a déjà une question de moyens techniques et de délai de réalisation. Donc on voit que plus l'horizon s'allonge, moins il y a de disponibilité de ces terrains. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que
sur la question de la requalification, si on passe à la diapositive suivante, qui me paraît, je pense, assez significative. Les EPCI globalement sont confrontés à un problème de modèle économique. Alors, modèle économique, donc, c'est renouvellement urbain versus extension urbaine, en sachant que l'extension urbaine coûte moins cher en termes d'aménagement que le renouvellement urbain, en tout cas à court terme. Donc, la question qui peut se poser, c'est par quels moyens on pourra lever ce blocage sur le modèle économique. Il est fort sur toutes les catégories de collectivités, de la communauté de communes, en passant par la communauté d'agglomération ou les métropoles. Donc là, je dirais, il n'y a pas de jaloux, malheureusement. Mais c'est le sujet, je pense, numéro 1 pour chacun d'entre vous. Alors, quels sont les blocages que vous constatez sur ces différents leviers? Donc, est-ce que c'est un problème peut-être d'aide économique, enfin en tout cas d'aide de soutien financier par rapport à ce modèle économique et de dispositif public national? Ça serait intéressant peut-être que vous puissiez témoigner ou réagir par rapport à ça. Ou est-ce que c'est un problème d'ingénierie également, ingénierie de projet, puisqu'on voit que c'est pour certains assez fort, notamment pour les communautés d'agglomération. On en a déjà un petit peu parlé, mais il peut y avoir un blocage lié à la maîtrise du foncier. Donc, on en a parlé à travers le bail à construction tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions ou des témoignages par rapport à ce sujet des blocages que vous rencontrez pour requalifier vos zones d'activité et votre foncier économique en général. Alors Nicolas, on a une question peut-être dans le chat. Pouvoir d'action limité sur les emprises privées, le bail règle-t-il ce problème? Alors, je ne vois pas de main levée. Autre. Alors, ce qu'on peut dire sur le bail, donc j'imagine le bail à construction, c'est qu'il règle le problème effectivement, parce que la collectivité peut, dans le cahier des charges du bail, signifier un certain nombre de règles que devra respecter le preneur du bail. Typiquement, adapter ces bâtiments aux normes énergétiques en vigueur, réaliser des bâtiments basse consommation, adopter un cahier de prescription architecturale et paysagère également, se doter de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent être mises dans un cahier des charges sur lesquelles vous pouvez obtenir des avancées de la part des preneurs du bail. Et plus généralement, sur l'emprise privée, à part, je dirais, peut-être au moment de mutation, exercer le droit de préemption sur des terrains que vous considérez comme stratégiques ou sur lesquels vous voulez intervenir, il y a assez peu de leviers qui permettent à la collectivité d'agir en direct. Est-ce que, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, du coup, c'est en grande partie un modèle économique qui est fragilisé par notamment des prix de sortie faibles au regard des dépenses d'aménagement, surtout si on a de la dépollution, par exemple. Eh bien, voilà, forcément, le prix de sortie est comparativement voilà, au coût de dépollution, des amiantages, etc., des amiantages fait qu'il y a il y a une perte, clairement, puisque l'intercommunauté le commercialise ensuite à un prix inférieur à la somme des coûts de réhabilitation. Donc souvent, pour le moment, c'est
c'est surtout l'interco via voilà, le budget intercommunal, donc via la fiscalité qui intègre ce prix de sortie. Le sujet est qu'elle le commercialise. Ensuite, ne serait-ce que pour limiter, pour affronter les dépenses, est-ce que là-dessus, on n'aurait pas justement intérêt à dire, quitte à commercialiser le foncier, quitte à dépenser, consacrer une somme importante pour réhabiliter le foncier, pourquoi ne pas le garder dans le giron public et ensuite le mettre en location sous forme de bail, aussi afin d'encaisser des loyers et du coup lisser les dépenses d'aménagement sur le long terme et permettre un recyclage foncier, enfin une optimisation un peu permanente, puisque à l'heure actuelle, voilà, ce qui se passe, c'est l'interco dépense beaucoup pour recycler une friche, elle commercialise à un prix inférieur, elle doit attendre un certain nombre d'années pour avoir un retour de fiscalité lui permettant de refaire une opération 20 ans plus tard. Si on a des loyers qui sont encaissés de façon continue, peut-être ça permettrait aussi, je pose une question c'est un peu idéal typique, mais peut-être ça permettra de lisser un peu ces revenus sur le long terme, et ce d'autant plus que voilà, la suppression, même si pour le moment elle était temporisée au Sénat, mais la suppression de la CVAE va forcément impacter les recettes fiscales au niveau local et du coup mettre encore plus en danger ce modèle économique, alors même que le ZAN implique de massifier ces opérations. Donc voilà, est-ce que le bail peut être une solution et alors qu'est-ce qui pourrait être mis en place au niveau national pour vous accompagner, pour renforcer cet outil, c'est une vraie question. En tout cas, peut-être on peut enchaîner sur la slide suivante. Je crois que c'est Nicolas toujours qui Oui, s'en occupe. ça me permet effectivement de répondre à une question effectivement qui portait sur la densification. Alors, la densification peut être je dirais un levier aussi pour agir sur l'équilibre des opérations en matière de réhabilitation, c'est-à-dire en créant davantage de surface optimisée, mais ça, il faut que ce soit la collectivité qui soit à la manœuvre, puisse commercialiser davantage de surface, ce qui lui permet d'équilibrer son opération. Donc aujourd'hui, vous avez quelques collectivités qui se lancent dans la réalisation de villages d'entreprises et qui passent de COS, de coefficient d'emprise au sol qui était de l'ordre de 0,2 à 0,3 à des coefficients de 0,5 à 0,7 par exemple. Donc ça permet d'optimiser le coût d'investissement initial. L'aménagement des sites industriels est limité effectivement par le modèle économique de l'aménagement. Donc on voit bien que les délais nécessaires à l'équilibre par des recettes fiscales des dépenses en aménagement, il est plutôt pour une majorité, en tout cas de collectivités, autour de 10 ans et plus. 10 ans et plus, c'est donc sur le total général les 49% que vous voyez, proportion qui peut varier évidemment d'une collectivité, d'un type de collectivité à l'autre. Il est très majoritairement donc à 75% pour les métropoles, communautés urbaines ou EPT, supérieures à 10 ans. Et on voit que les délais se sont allongés et donc le fait de ce qu'évoquait Lucas sur la fiscalité et les risques de perte de ressources fiscales pour les EPCI, effectivement, ça fait courir un vrai risque en matière de rentabilisation d'opérations, notamment de renouvellement urbain pour des zones d'activité économique. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore un élément dont les ministères n'ont pas encore suffisamment pris conscience. Alors sur la question de la densification par la propriété du foncier,
la faiblesse des outils de portage public. Bon, vous voyez sur le graphique à gauche, bon, une majorité d'entreprises de votre territoire sont propriétaires. Donc là, on retrouve une tendance qui est historique sur tous les territoires et qui a tendance à diminuer plus on va vers des collectivités qui sont, je dirais, très urbanisées et de type métropolitaine. Donc, la proportion d'entreprises propriétaires passe à 70% seulement, entre guillemets, hein, sur les métropoles et les communautés urbaines. Bon, c'est aussi lié à la présence de groupes et de grands comptes qui gèrent leur patrimoine de manière un peu différente dans les grandes villes, qui ont tendance à moins prendre en propriété les bâtiments et les terrains qu'elles occupent. Après, à la question, est-ce qu'à l'avenir, donc vous opterez pour un modèle post-aménagement de type aménagement et commercialisation, qu'on va qualifier d'encore très, très classique. Alors, c'est un modèle qui reste majoritaire, hein, et par contre, on voit que l'allocation du foncier sous forme de démembrement ou un modèle hybride qui consisterait à associer plusieurs façons de commercialiser et d'aménager sera d'actualité. En tout cas, c'est un rapport de 3/4 pour 1/4 en fait, hein, qu'on va apparaître, et je pense qu'il est que dans 5 ans on aura peut-être encore évolué dans le sens du démembrement au vu des nombreuses réactions là sur la question du bail à construction. Sur la diapo suivante, eh bien, donc là, on aborde la densification limitée par la propriété du foncier et le portage portage public. Donc, est-ce que vous avez utilisé les outils de maîtrise publique du foncier économique? Bon, on va dire sans surprise, 75% d'entre vous disent non, ce qui est normal. Mais on voit que voilà, on a quand même dans la décomposition l'usage du bail à construction ou du bail amphithéotique qui est encore minoritaire, mais qui s'affirme pour peser jusqu'à 50% en fait, hein, dans les métropoles. Donc il y a eu effectivement une pratique assez développée historiquement dans les métropoles déjà depuis quelques années sur du foncier économique, mais pas uniquement, sur la reprise donc de friches industrielles, typiquement à Lyon. Ville que je connais bien, vous avez effectivement des opérations de friches industrielles du textile, par exemple, ou d'anciens moulins qui ont été transformés en pôle d'activité tertiaire ou technologique dans les années 90 et 2000. Et je pense qu'on pourrait allonger la liste si d'autres métropoles étaient présentes. Après, quels sont les outils d'intervention et de portage utilisés par l'intercommunalité? Bon, effectivement, dès lors qu'on est sur un modèle majoritaire encore d'aménagement commercialisation, la régie directe, donc le fait que ce soit la collectivité en propre qui assure l'aménagement et la commercialisation reste très important. Et on voit que les opérateurs type SEM, établissement public foncier régional ou local, sont minoritaires, mais en tout cas peuvent jouer un rôle sur des opérations qui nécessitent une certaine technicité ou qui ont été des opérateurs historiquement constitués sur votre territoire. Mais ça veut aussi dire que pour une transition vers un modèle un peu différent d'aménagement, on a encore beaucoup de collectivités qui ont la capacité à je dirais, insuffler ces changements de pratique. Donc, vous avez les marges de manœuvre. Tout dépendra de ce que
les élus voudront mettre en place. Alors, on a certains territoires, je l'évoquais incidemment dans le chat tout à l'heure sur le bail à construction, sur la Haute-Savoie, par exemple, ils ont constitué une société foncière publique avec un actionnariat EPF local et SEM de développement économique qui participe à l'acquisition de terrain pour y développer à long terme de l'activité économique et notamment de l'activité productive. Donc, est-ce que les collectivités passeront par des opérateurs davantage? Est-ce qu'elles créeront des SEM, des sociétés foncières publiques? Ça peut être envisagé, d'autant plus qu'il me semble que la Banque des territoires aide et accompagne les collectivités qui souhaitent se structurer dans ce sens-là. Donc, les foncières de redynamisation, elles ne sont pas réservées purement au commerce, elles peuvent aussi s'organiser autour d'activités productives, donc de manière plus large que la seule question du commerce en centre-ville. Voilà, est-ce que, je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions aussi à ce stade. On tombe sur des sujets qui deviennent assez techniques, donc avec peut-être des particularités pour les uns et pour les autres. Non, c'est bon. On a répondu, j'ai l'impression qu'on a répondu aux questions du chat. N'hésitez pas à vous manifester si ce n'est pas le cas ou si ça a été fait de manière partielle. N'hésitez pas également à partager vos retours d'expérience. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en place de ces outils? On a bien noté également l'invitation à créer un groupe de travail ou une session sur un focus sur la mise en place des baux, que ce soit la construction ou en amphithéotique. Lucas, je te laisse peut-être la main sur la slide suivante. Merci beaucoup, Nicolas. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est une question qu'on aurait peut-être dû, enfin un résultat qu'on aurait peut-être dû insérer avant, puisqu'elle est intimement liée plutôt au modèle économique, mais voilà, c'est le sujet qui est, je pense, au cœur notamment de ce modèle de sobriété foncière. Il y a les outils de portage foncier, il y a le modèle économique. Votre intercommunauté est-elle lauréate du fonds Friche? 2 tiers, en gros, n'ont pas postulé. 2 tiers de nos répondants n'ont pas postulé. Après, voilà, on constate quand même que il y a on pourrait dire un certain, il y a un nombre de refus qui reste assez faible, sauf peut-être éventuellement dans les métropoles. Mais celles-ci, en revanche, tout comme les comités d'agglomération, ont fortement bénéficié, beaucoup moins en tout cas que les communautés de communes, du fonds Friche. On constate toutefois que les comités de communes ont vu moins de projets refusés. Voilà, différentes hypothèses. Je pense que quand même, dans les métropoles et les comités d'agglomération, il y a des services de foncier économique qui sont plus étendus, avec plus de personnes, etc. Donc, il y a un nombre de dossiers qui sont prêts, matures, etc., qui peuvent candidater. Et du coup, ça renvoie aux différences d'ingénierie. Je pense que c'est majoritairement ce sujet-là. Après, aussi, peut-être que le modèle économique est plus facile, mais on l'a vu tout à l'heure que c'est pas forcément évident, mais il y a comme des prix de sortie qui sont plus importants, donc peut-être étant donné, oui, tout à fait, j'y reviens. Peut-être étant donné, j'oublie ce que je veux dire. Bon. Oui, étant donné les prix de sortie plus faciles, et voilà, une petite subvention permet de couvrir les dépenses et du coup de trouver une certaine rentabilité et donc une plus forte incitation à postuler. C'est une deuxième hypothèse. Après, forcément, en effet, c'est ce qui est dit dans le chat. Toutes les agglos, toutes les intercommunalités, de façon plus générale, n'ont pas de friche. Si on pense en matière industrielle, c'est vrai que cette question se pose, notamment dans les territoires nouvellement industrialisés.
plutôt à l'ouest. C'est là où, à l'heure actuelle, notamment, puisqu'on est proche du littoral aussi, il y a une forte dynamique économique, une forte attractivité, donc il y a des fortes tensions sur le foncier, mais simultanément, il n'y a pas de friche. À l'inverse, peut-être que ce fonds, les fonds type fonds friche peuvent plutôt servir sur les territoires qui veulent se réindustrialiser, qui ont un passé industriel et qui, du coup, à l'avenir, seront aussi, dans le cadre du ZAN, d'éventuels pôles où peuvent se redéployer de l'industrie. Dans tous les cas, on voit bien que ce sujet des friches, c'est un levier qui a des difficultés techniques et économiques, mais c'est un levier qui ne répond pas à toutes les réalités territoriales, puisque, comme c'est dit, toutes les intercos n'ont pas de friche. Voilà, peut-être si vous avez une prise de parole non, et peut-être, donc, slide suivante, ouais. Et après, je fais la transition, après je te passe la parole. En tout cas, on parlait, et donc, toutes les intercos n'ont pas de friche, donc il faut d'autres leviers. Comme le disait Clément, on a noté un réel intérêt pour les baux à construction, baux amphithéotiques qui permettraient de densifier. Peut-être qu'il y a un autre intérêt pour l'observation et les documents d'urbanisme qui sont un autre levier. On verra avec Nicolas et la DTI, la Banque des Territoires et la Banque des Territoires comment structurer peut-être quelque chose en faveur sur structurer une offre de service incluant ces différents leviers. En tout cas, voilà, le bail à construction, d'une part, donc un interventionnisme plus poussé, et la question de la stratégie économique, c'est-à-dire voilà, aussi le choix de l'implantation des entreprises qui relèvent de la stratégie économique, c'est ce qu'on disait en première partie, sont de plus en plus au cœur des réflexions sur le foncier, ce qui est assez intéressant. Donc peut-être Clément, justement, sur l'articulation de la stratégie foncière économique. Oula. Oui, rapidement, pour tenir le timing. Donc, on a une nécessité, on le voit, à intégrer la gestion du foncier économique dans une stratégie économique territoriale, mais aussi le projet de territoire. Vous le voyez sur la figure 1. On a donc plusieurs réponses et plusieurs maturités de l'appropriation de l'enjeu du foncier et de l'objectif du ZAN qui se rapproche, qui est au sein de notre association la résultante de nombreuses discussions. Il a fait l'objet aussi d'un atelier lors de notre dernière convention d'intercommunalité de France. Lucas, tu pourrais y revenir si tu le souhaites. Mais voilà, le foncier était longtemps considéré comme une fonction support. L'immobilier devient un objectif stratégique et le premier maillon de la chaîne de production pour les entreprises. Donc, son accessibilité en termes de disponibilité, mais aussi de prix, est une responsabilité qui incombe aux intercommunalités, mais aussi donc, aux élus. Donc, dans le détail, on peut voir que plus de la moitié des répondants estiment que c'est une priorité dans leur projet de territoire, mais un peu plus finement, aujourd'hui, seulement 20%, vous le voyez sur le graphique, des répondants jugent que leurs élus se sont déjà saisis de la question et mobilisent leurs services pour construire une stratégie foncière dédiée. 32% des répondants jugent que le ZAN est une priorité politique, mais seulement qu'il doit se concrétiser dans une stratégie et des projets, ce qui constitue un défi essentiellement technique lié à une ingénierie à déployer. Donc, pour le reste des répondants, on a quelques-uns qui ont déclaré que ce n'est pas un enjeu prioritaire et beaucoup ne se prononcent pas. Donc, peut-être que c'est aussi la traduction d'une certaine attente du côté des intercommunalités, puisque Nicolas le rappelait, on va avoir des traductions dans les SRADET et des discussions au niveau régional qui sont en cours. Ça peut être aussi une position d'attente sur cet éclaircissement-là. Voilà là-dessus. On peut dire quand même que le ZAN est un enjeu qui pose quelques questions. Quelle proportion du foncier économique doit être consacrée au développement économique? La question arbitrage entre habitat et débit, on l'a évoqué. Quelles entreprises doivent être priorisées en matière d'implémentation ou refusées? La question de l'attractivité, mais ne pas être attractif aussi, en quelque sorte, pour certains types d'activités. Ces choix vont devenir structurants pour l'action foncière de l'intercommunalité. Donc, elle amène une plus grande transversalité de la gestion économique du foncier lié à sa stratégie éco. Donc,
On peut déterminer quelques points essentiels. La diversification de l'offre économique pour mieux s'adapter aux attentes des entreprises et des évolutions des comportements. On l'a évoqué un peu plus haut avec le parcours résidentiel des entreprises. Je pense aux tiers-lieux, aux ateliers relais, mais aussi aux zones de covoiturage. La multifonctionnalité des sites connectés, on n'aura peut-être pas le temps malheureusement d'aller plus dans le détail, mais connectés aux autres politiques de l'intercommunalité, que sont la mobilité, les déchets, etc. Bon, je ne reviendrai pas dessus. Et troisième point, le dialogue nécessaire, mais vous l'avez évoqué dans le chat et de par vos questions, le dialogue nécessaire avec l'ensemble des entreprises sur les zones d'activité économique pour déterminer les projets individuels, donc les départs, les réductions d'activité ou agrandissements, mais aussi collectifs pour des services, infrastructures ou services partagés. On peut parler de mobilité également, de covoiturage possible ou de RIE, enfin de la restauration interentreprise, etc. Donc, on avait une petite diapo sur les services mutualisés donc en zone d'activité économique. Par l'exemple, donc la modernisation des zones d'activité économique et le déploiement d'offres de services partagés. Donc, on voit, pour aller de manière rapide, qu'on a une mise en place aujourd'hui surtout des tiers-lieux, entrepreneurial, essentiellement, des réseaux numériques. Ça, c'est un point important aussi pour la modernisation des zones d'activité. Je pense à la fibre. On a quelques questions en ce moment brûlantes sur le sujet et l'accès à la fibre. On parle beaucoup du grand public, mais aussi des entreprises à un tarif abordable. Et la question de la 5G également, je n'y reviendrai pas plus précisément, et d'espaces de réunion. Hormis les réseaux numériques, on peut dire que le coût est plutôt faible pour la mise en place de ces opérations, de ces services. Donc, essentiellement sur ces 3 points. Elles sont un peu moins actives sur des services partagés tels que la garde d'enfants, le transport ou la restauration collective. Mais néanmoins, alors surprenant peut-être pas, mais en tout cas 20% sont déjà positionnés sur l'écologie industrielle ou des enjeux de formation qui nécessitent une animation de réseau importante. Donc on voit que de plus en plus les services de l'action économique font ce travail d'animation de réseau d'activité avec les entreprises. Cette mise en place, juste un dernier point, de services mutualisés, on l'a un peu évoqué précédemment, d'infrastructures et de services mutualisés sur les zones d'activité économique qui se trouvent souvent en périphérie, en périurbain, un petit peu éloignés des centres-villes, a des vertus pour l'attractivité économique ou le développement de vos entreprises, mais elle présente aussi des risques puisqu'elle peut entraîner, on le voit avec en tout cas on le pressent avec la nouvelle mouture d'Action Cœur de Ville vague 2, des centres-villes bis, un risque qui est identifié et qui pourra déséquilibrer à terme l'équilibre, déséquilibrer les territoires et les activités en fonction de leur situation géographique. Je ne vais pas être plus long, peut-être laisser la parole à Charlotte pour conclure. Mais on voit qu'avec la raréfaction du foncier, les intercos se transforment et elles passent d'un rôle d'aménageur, commercialisateur. On l'a vu aussi sur quelques témoignages, elle l'est toujours dans certains cas. Mais elle passe un petit peu à un rôle de gestionnaire du patrimoine de son foncier économique, un gestionnaire, je dirais presque stratège de son foncier économique. Charles, je te laisse la main. J'ai essayé de tenir le timing, je ne sais pas si je suis arrivé. On t'entend pas, Charlotte. Peut-être que là, vous m'entendrez mieux, j'ai le casque. C'est pas terrible avec le casque. Je disais merci beaucoup pour ces différents apports et puis ces interactions qui traitent à la fois de l'opérationnalité de ce changement et puis cette vision plus moyen-long terme. C'est peut-être ça que moi, je trouve important dans la réflexion qu'on conduit avec vous depuis quelque temps sur ce sujet, c'est de se dire que
cet enjeu de sobriété, il constitue en soi une opportunité de changer d'approche et d'être dans une vision de plus long terme, une vision plus posée sur la trajectoire qu'on veut impulser à son territoire au plan économique. Et cette raréfaction du foncier, quelque part, elle donne des cartes que n'avaient peut-être pas jusqu'à présent toutes les intercommunalités lorsqu'elles n'étaient pas en zone tendue. Ça l'était déjà pour les territoires très, très sollicités, mais là, c'est peut-être quelque chose qui peut peser pour chacun dans son territoire, d'avoir des réserves foncières plus restreintes. C'est un rééquilibrage de la relation parfois assez compliquée avec les entreprises. Néanmoins, ça pose d'autres difficultés, on l'a vu, de devoir refuser ou limiter certains choix. Et pour le dialogue avec les entreprises et les élus, pas toujours facile. Dans tous les cas, cette opportunité, elle ne peut se saisir que si on a un travail d'offre de services assez poussé en termes d'observation, choisir, et ça veut dire faire un arbitrage, et pour un arbitrage, il faut une observation. Alors, on a parlé bien sûr d'un certain nombre d'outils, mais c'est peut-être là la première brique qu'il faut absolument stabiliser. Alors, la loi climat et résilience nous y encourage, donc c'est très bien, mais je pense qu'il faut effectivement saisir cette nouvelle façon de procéder, qui est déjà de savoir d'où on part et où on veut aller. Parce que c'est bien ça qui pourra guider les choix de demain. Et puis derrière, tous les outils d'appui à cette stratégie foncière et ces leviers concrets. On a parlé de documents d'urbanisme, on a parlé bien sûr de baux et de nouvelles façons de garder la main sur ce foncier qui doit pouvoir demain encore être à la décision de l'intercommunalité, ne pas échapper à votre vision de ce que vous souhaitez y faire. Donc, c'est important, et pour ça, il faut pouvoir aussi s'appuyer sur des acteurs fonciers qui sont parfois présents, mais pas toujours. Donc, c'est aussi ça le cœur du sujet, c'est de savoir s'entourer d'un établissement public foncier, d'une agence d'urbanisme, de l'appui d'autres types et strates de collectivités pour pouvoir agir de manière concertée et de façon en anticipation sur des secteurs que vous jugez prioritaires. On ne peut pas agir sur tous les secteurs de façon très volontariste, on le sait bien. Financièrement, déjà, ce n'est pas possible. Mais autant identifier les secteurs clés et vous préparer à agir sur ces secteurs clés en vous appuyant sur des partenaires extérieurs. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui compte également, c'est de saisir cette opportunité d'inventaire des ZAE qui est à la fois porté par la Direction des territoires d'industrie et financé par la Banque des territoires, l'ADEME et la BPI, qui pourrait nous amener à identifier donc au cas par cas dans l'ensemble de vos packs d'activité la situation actuelle des sites industriels et les encourager, pour ceux qui en auraient besoin, à une modernisation à la fois de l'enveloppe, donc le bâtimentaire, et on le sait avec les difficultés énergétiques actuelles, c'est essentiel, mais aussi des machines et des procédés, donc accélérer cette modernisation, puisque on le sait, il y a là probablement aussi un bon moyen, une bonne fenêtre de tir, à la fois dans cette logique d'observation foncière, mais aussi dans cette logique d'efficacité énergétique, de travailler au plus près des besoins des entreprises avec les partenaires qui pourraient donner un coup de pouce à celles-ci pour moderniser à la fois leurs process, leurs sites et leurs compétences. Autre dimension sur laquelle on souhaitait insister à l'issue de cet échange, c'était de poursuivre un lien fort ou le tisser quand il n'existe pas, entre les centralités et les parcs d'activité. Certains territoires d'industrie y ont réfléchi, puisque cette demande a émané d'entreprises qui souhaitaient pouvoir se restaurer, pouvoir envoyer des salariés en centralité de manière assez facile, et ne pas faire des zones d'activité, des espaces complètement déconnectés, sans pour autant vider les cœurs de ville en créant une offre de
restauration trop importante en zone d'activité. Donc, il y a un équilibre à trouver. En tout cas, il y a des liens qu'on aimerait voir exister qui aujourd'hui ne sont pas forcément très, très nets ou clairs, et on pousse, nous, de ce fait, au niveau de l'Agence nationale à la cohésion des territoires qui est en charge de ces 3 programmes pour que ces liens se fassent. Tout ça au bénéfice des salariés qui travaillent dans ces parcs d'activité et donc l'attractivité de ces parcs. Et enfin, puisque là, je vois que nous dépassons un tout petit peu le timing et je m'en excuse, donc je vais peut-être faire bref et très, très court. L'objectif aussi qu'on aimerait pousser, c'est un modèle de parc d'activité public, comme on l'a vu, qui s'appuie sur des démarches de baux, qui travaillent en exploitant le fonds friche et les outils qui existent en termes d'avance de capitaux de la Banque des Territoires, parce qu'on sait que travailler sur des friches, c'est très coûteux et c'est très technique. Et là aussi, l'expertise que peut apporter le CEREMA, on l'a vu avec la présence aujourd'hui, et je le remercie encore, de Nicolas Gilliot, que c'est à travers cette réflexion et cet accompagnement global que, on l'espère, vous pourrez dans vos territoires garder des marges de manœuvre sur cette possibilité d'implanter ou de développer du foncier économique dans un contexte, encore une fois, contraint de ZAN. Et enfin, il y a la question, donc ça, on pourrait en traiter très spécifiquement, de la fiscalité locale et des intercommunalités sur la gestion du foncier. Il y a eu des échanges à ce sujet à la Convention de Bordeaux sur la fiscalité économique. Et puis, on sait très bien que ce chantier, il n'est pas encore complètement clarifié ni arbitré, mais il est à surveiller de près, puisque cette incitation fiscale à implanter des entreprises, évidemment, c'est un lien fort qu'il faut pouvoir préserver, et on y est particulièrement attentif. Voilà pour ce que je peux en dire très brièvement. Un grand merci à tous. Vous avez bien sûr un replay possible pour ces éléments, et puis des nouveaux rendez-vous qu'on envisage à la rentrée. Clément, sur le commerce, on aura un temps d'échange particulier à ce sujet au premier trimestre. Donc, on vous fera passer une programmation. Tout à fait, en janvier, voilà, on est en phase de clôture d'une étude sur… On t'entend très mal. Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on est en phase de clôture d'une étude sur les défis d'attractivité commerciale. Et bien sûr, certains sujets, notamment le foncier, seront traités. La question de l'aménagement commercial sera traitée. Donc, nous sommes en phase de clôture sur cette étude, et une présentation, un webinaire sera programmé en début d'année, en janvier 2023, sans trop m'avancer. Voilà. Super. Bon, n'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir également, je pense, vers Nicolas Gilliot du CEREMA et la direction des territoires d'industrie qui a travaillé avec nous, qui n'était pas présente ce matin, mais qui est également très impliquée sur ces travaux. En tout cas, l'actualité est à suivre, puisque il y a encore des éléments en cours de discussion sur ces sujets, et dans tous les cas, nous sommes en veille, et on se tient à votre disposition pour partager ces expériences de manière un peu plus fine, si nécessaire. Voilà, à très bientôt, et merci encore pour votre écoute. Merci beaucoup, à bientôt.